popularisée par le groupe de métal suédois Sabaton, l'attaque dite « des hommes morts » est un phénomène singulier de la Première Guerre mondiale. Tout commence en 1914. La guerre s'engage mal pour les Russes, après la bataille de Tannenberg face aux Allemands. Le contrôle pour les lacs de Masuri entraîne une série de batailles, où les pertes des deux côtés sont élevées. Mais si dès septembre 1914 la puissance de l'armée prussienne semble supérieure à celle des armées du Tsar, la Russie peut compter sur son réseau de forteresses pour stopper l'offensive. À l'automne, le front est stabilisé et la forteresse de Soviets est bombardée une première fois. Toutefois, l'hiver de 1914 à 1915 fige les positions, et rien n'est perdu pour la Russie. La production de munitions augmente, tant pour l'artillerie que pour les fantassins, qui peuvent enfin tous s'équiper ou presque d'un fusil. Mais en mai 1915, les Russes doivent amorcer un grand mouvement de retraite, comptant sur quelques points forts, dont la forteresse de Soviets pour ralentir l'avancée allemande. Celle-ci est ravitaillée par chemin de fer en hommes, matériel, et vivres, et tant qu'elle tient, la Prusse ne peut pas compléter sa conquête de la Pologne. À la fin du printemps 1915, Hindenburg décide de progresser en Pologne, afin, en cas de victoire contre la Russie, pouvoir concentrer ses forces contre la France et l'Angleterre. De surcroît, il craint la mobilisation complète et massive de l'immense empire de Nicolas II. L'offensive allemande de Gorlitz et Tarnów débute en mai 1915 pour soulager les Austro-Hongrois de la pression russe. Mais le front est percé, et l'entreprise d'aide à un allié devient une offensive générale contre la Russie. L'armée tsariste décide alors de ne laisser que quelques hommes en arrière-garde dans son réseau de forteresses, afin d'amorcer en bon ordre son immense mouvement de repli. Durant le mois de juin 1915, les hommes de la forteresse de Soviets comprennent que leur rôle est de ralentir le plus possible la progression allemande, dans ce qui ressemble de plus en plus à une mission suicide. L'attaque de juin 1915 est ainsi brillamment repoussée, en infériorité numérique, et en dépit du bombardement combiné de l'aviation et de l'artillerie prussienne. C'est aussi le moment où l'armée du Kaiser commence à expérimenter différents mélanges de gaz de combat, sans réels impacts pour l'heure. Hindenburg réfléchit. Il faut que la forteresse tombe avec le moins de pertes allemandes possible. Sous l'impulsion de chimistes de renom, tel Fritz Haber, l'industrie allemande a osé franchir la ligne rouge morale qui consiste à fabriquer des gaz de combat plus performants. Utilisé pour la première fois contre les Britanniques au printemps 1915, le gaz dichlore a prouvé son efficacité. Aussi, le 6 août 1915, à 4 heures du matin, lorsque les vents sont favorables, les Allemands profitent d'un temps beau et sec pour essayer un nouveau mélange de gaz toxiques. Aux côtés du dichlore, un agent asphyxiant capable de se transformer en acide chlorhydrique au contact des muqueuses, tels les yeux et les poumons, les Allemands utilisent probablement du bromure de benzyle, un gaz lacrymogène irritant, favorisant l'action du premier gaz. La nappe dérivante de gaz toxique s'étale sur 8 km de large, 12 km de profondeur et une quinzaine de mètres de hauteur. Tout être vivant pris dans les vapeurs chlorésy meurt dans d'atroces douleurs, par destruction des voies respiratoires sous l'effet des acides chlorhydriques et bromhydriques. Afin de forcer les Russes de la forteresse de rester prisonniers de la nasse, l'artillerie allemande établit des tirs de barrage. Les 1600 hommes présents à l'intérieur des murs suffoquent dès leur réveil. Sur les 900 soldats des tranchées établis autour de la forteresse, seule une centaine va réussir à survivre d'une étonnante manière. Une manière qui la fera entrer dans la légende, pour tous ceux qui connaissent les faits d'armes insolites. La suite à partir de cet instant est sujette à caution. D'une part, pendant les années d'existence de l'Union soviétique, les faits d'armes de l'armée tsariste ont été volontairement occultés. D'autre part, le retour en vogue pro-tsariste des années Poutine tend à magnifier le passé, avec un siècle de décalage. Par ailleurs, les sources surcommentées d'Internet par les fans d'éléments insolites de l'histoire ou du groupe suédois Sabaton ont tendance à accepter comme vraie la version la plus héroïque des choses. Ce que je vais vous présenter est donc ce qui me paraît le plus probable, suivant les règles de la physiologie humaine et des réactions chimiques mises en cause. Si vous avez moins de 16 ans ou que vous êtes très sensible, c'est aussi le moment d'arrêter la vidéo. D'une part, il serait faux de penser que les Russes ne s'attendaient pas à une attaque au gaz, ou bien qu'ils se seraient protégés subitement le visage avec des bandelettes de tissu. Ce type de protection serait totalement inefficace.
Pour être utile, il faut que les linges humides aient été trempés dans l'urine au préalable, afin que l'urée au contact de l'eau se transforme en ammoniac, une base chimique qui est à même de lutter contre l'acide chlorhydrique des gaz toxiques de l'armée allemande. Le problème est que l'urée produite naturellement par les soldats russes est très probablement dosée en défaut par rapport au nuage de gaz. Elle ne fait donc qu'atténuer les effets de l'intoxication chlorée. Autre énigme qu'il faut résoudre pour expliquer le futur comportement des soldats russes, la vue. Apparemment, ceux-ci n'ont pas été aveuglés comme ont pu l'être les Britanniques qui étaient gazés sur le front de l'Ouest. Les soldats russes survivants avaient donc probablement des protections oculaires, ce qui leur a permis de préserver leurs yeux. Le problème des masques à gaz russes, modèle 1915, est qu'ils agissaient avec une cartouche protectrice avec des sels de thiosulfate de sodium. La réaction chimique avec le dichlore en excès permet de transformer les gaz toxiques en simple sel de table, le fameux chlorure de sodium. C'était brillant mais inadapté, car un coproduit de la réaction est aussi le dioxyde de soufre, un gaz irritant, pouvant lui aussi former un acide sulfureux dans les poumons. De surcroît, l'intoxication au dioxyde de soufre provoque une hypoxie, et des syndromes de désorientation. Les soldats russes avaient donc le choix, face à ce triple cocktail chimique nocif, de savoir comment ils tenteraient de se préserver le plus possible. Ceux qui gardaient le masque à gaz trop longtemps tombaient dans le coma, avant de mourir. Ceux qui l'enlevaient trop vite pour passer aux bandelettes de tissu imbibées d'urine pouvaient certes rester conscients, mais souffraient plus de la destruction de leurs poumons. Ils se mettaient à cracher du sang sur leurs bandages, leur donnant une apparence terrifiante. Ceux qui ont dû gérer au mieux le tempo de ce changement de protection étaient sans doute moins blessés que leurs camarades, mais devaient être malgré tout désorientés, confus, avec les poumons irrités. C'est ce qui, selon moi, explique la disparité des blessures et la différence des comportements observés dans ce qui va suivre. Les Russes les moins blessés doivent au moins avoir conservé entre 50 et 90% de capacité pulmonaire. Néanmoins, ils souffrent. Certains se savent condamnés. Ils sont donc des morts en sursis. Lorsque les troupes allemandes attaquent, en suivant le nuage de gaz chloré et bromé, elles découvrent un paysage ravagé. L'herbe a noirci. Les feuilles des arbres ont jauni. Les oiseaux et les insectes sont morts. Les 7000 soldats de la Landwehr progressent à découvert, sur un terrain jonché de cadavres, où règne une désolation qui les sidère. L'attaque au gaz est encore chose nouvelle, et ils découvrent avec effroi que même les canons des Russes ont été décapés par l'acide. Ils pensent ne rencontrer aucune résistance. Ce que les Allemands ne savent pas encore, c'est que le lieutenant Vladimir Kotlinski est en train d'organiser la défense de Soviets avec tout ce qui reste de sa 13e compagnie. Le moral des Russes, loin de s'être effondré, atteint des sommets. La milice que dirige Kotlinski est formée de troupes polonaises servant l'Empire russe et leur détermination est au plus haut. Nul ne sait comment le lieutenant galvanise ses hommes, mais une chose est connue, les survivants du fort veulent faire payer aux Allemands le prix de cette attaque aussi cruelle que déloyale. Avec les 6 hommes les plus valides, Kotlinski ouvre le feu et charge l'avant-garde allemande à la baïonnette. Surpris, les Allemands sont pris au dépourvu par cette sortie de la forteresse. Pis encore, d'autres soldats russes semblent se relever d'entre les morts, avec pour but inébranlable de contre-attaquer. Les bataillons allemands sont pris de panique, car ils ne savent pas combien de Russes vont se relever ainsi. Ils battent en retraite dans le désordre le plus complet, en se piétinant les uns les autres. Ils ignorent ainsi que seule une 60aine d'hommes les poursuit. La déroute improbable de l'armée allemande continue, alors qu'ils atteignent la 2e ligne de défense, des équipes de mitrailleurs, encouragées par les cris de leurs camarades, se postent sur leurs tranchées et ouvrent le feu à très courte distance. Les ravages sont immédiats et accentuent le mouvement de panique. Les hommes morts de Kotlinski poursuivent leur avance, parfois en titubant, parfois en crachant des caillots de sang, parfois en rampant, jusqu'à reprendre la première ligne de défense. Là, ils s'emparent des canons et font feu sur les Allemands, pris au piège de leurs propres fils de fer barbelés, et qui font des cibles faciles. Le carnage continue jusqu'à 11 heures du matin. Nul ne sait le bilan exact des pertes allemandes, qui est pudiquement décrit comme lourd, ce qui fait peut-être du 3000 morts. Dans tous les cas, la peur a joué en faveur de la centaine de Russes morts en sursis, qui remportent une extraordinaire victoire à 1 contre 70. Le lieutenant Kotlinski décède de ses blessures à la fin de la journée et obtient la victoire à titre posthume. Les statistiques restent vagues sur le nombre réel de survivants parmi les rescapés de Soviets. Ils sont peut-être une quarantaine.
Une chose est certaine, 2 bataillons russes viennent en renfort pour occuper la position. Les Allemands n'oseront plus attaquer jusqu'au 18 août 1915, date où les Russes sabotent la forteresse avant d'évacuer les lieux. En effet, le front est rompu à Kaunas, au nord, en Lituanie, et à Modlin, au sud-ouest, près de Varsovie. La forteresse d'Ossoviets doit donc être abandonnée, afin d'éviter un encerclement général. Mais les 12 jours de répit offerts à l'armée russe par les hommes morts permettent un repli en relatif bon ordre. Cette défense héroïque n'aura donc pas été vaine. Après le grand repli de 1915, l'armée russe se réfugie sur une ligne Riga-Pinsk-Tchernivtsi. Cette ligne sera solidement défendue dès l'automne, et servira de base solide à la grande contre-offensive d'Alexeï Broussilov, à la fin de l'été 1916. Cette contre-offensive a lieu en même temps que le plus fort de la bataille de Verdun, sur le front de l'Ouest. Le mérite de bataille comme celle de Soviet c'est donc d'avoir maintenu la Russie en guerre. Elle a permis, indirectement, de continuer de mobiliser des forces allemandes et austro-hongroises considérables à l'Est, afin de soulager les fronts français et italiens. Aux Soviets montre donc que les forces russes étaient loin d'être surclassées en 1915, lorsque le moral était présent, mais elle annonçait un tournant dans la Grande Guerre. Désormais, l'usage du gaz serait systématique, et des masques de protection seraient indispensables. Les Russes développeront d'ailleurs dès 1916 l'excellent modèle Zelensky Courant. Le général Broussilov côté russe, comprend sans doute que l'heure des charges menées à la baïonnette par vagues humaines n'est plus, et que l'heure est à l'usage massif d'artillerie et de groupes d'infiltration pour briser les lignes de front. À la fois archaïque et moderne, l'attaque des hommes de Kotlinski, les fameux 100 morts en sursis, est donc à l'exemple de ce qu'a été la guerre de 14-18, un concentré d'héroïsme dans un conflit aux technologies de plus en plus inhumaines. Cette bataille fait honneur aux forces de la Triple Entente et mériterait davantage de détails. Hélas, faute de plus de preuves ou de témoignages, une partie de l'histoire se perd déjà entre conjectures et légendes. Ainsi se termine cet épisode sur Aux Soviets et l'attaque des hommes morts. J'espère que vous avez apprécié.